Sur les quelques vidéos que j'ai pu réaliser à ce jour, je pense avoir assez mis l'emphase sur une chose en particulier. JoJo's Bizarre Adventure n'est pas une œuvre qui sort de nulle part, comme par enchantement. JoJo est une œuvre qui s'appuie sur des réflexions, des inspirations, sur une certaine philosophie de l'art, sur les valeurs référentielles et culturelles de son auteur, Hirohiko Araki, artiste qui se place bien volontiers à l'intersection entre les cultures occidentales et japonaises. JoJo est parsemé de références aussi diverses que variées, allant de la musique, à la mode, en passant par la littérature, d'autres mangas, ou ce qui nous intéresse le plus ici, à la culture cinématographique. Araki a suggéré à de nombreuses reprises que le cinéma américain a été d'une incroyable valeur séminale pour son magnum opus, à tel point que les personnages comme Jotaro Kujo, entre autres, sont directement inspirés d'acteurs comme Clint Eastwood, qui ont ébloui le jeune Araki. Mais parfois, Araki ne se contente pas de quelques références subliminales disséminées ça et là, ou bien encore de clins d'œil subtils à qui saura bien les appréhender. Parfois, une œuvre influence énormément la manière dont Araki structure son manga, thématiquement, philosophiquement et narrativement. Un brillant exemple pour illustrer ce postulat, c'est sans aucun doute ce qui est considéré par beaucoup, moi y compris, comme l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un véritable chef-d'œuvre et de son influence sur JoJo's Bizarre Adventure, The Godfather, le parrain. Pour celles et ceux qui d'aventure ne connaissent pas Le Parrain, je vais brièvement vous introduire à ces films, même si je ne peux que vous conseiller de les regarder si ce n'est pas déjà fait. Le Parrain, de Francis Ford Coppola, est une adaptation du roman de Mario Puzo, saga cinématographique décomposée en 3 volets, qui narrent chacun le fonctionnement, l'évolution et la vie de la famille Corleone, une des plus puissantes familles du crime organisé américain, ou tout simplement de la mafia. Le premier film est centré autour de la figure de Don Vito Corleone, dénommé Parrain. Ce premier volet raconte tout autant le vieillissement et la fin de Don Vito que l'ascension de l'un de ses fils, Michael Corleone, qui va devenir à son tour le parrain de la famille, et qui va régner de main de fer sur l'empire de son père, lui qui à l'origine avait tout fait pour tenter de s'écarter de cette voie qui lui était prédestinée. Michael Corleone devient dès lors le pilier des chapitres 2 et 3 du Parrain, bien que le chapitre 2 soit aussi articulé autour de flashbacks, mettant en scène la jeunesse de Vito et son arrivée aux États-Unis. Entre drame, tension, trahison et manipulation, ces films mettent brillamment en exergue la complexité et la violence inhérentes au monde du crime organisé. Un milieu qui fascine, autant qu'il effraie et suscite fantasmes et affabulations. À peine ai-je fini mon bref résumé de l'œuvre, que vous, spectateurs avisés qui m'écoutez, vous aurez tout de suite compris vers où le reste de cette vidéo va s'orienter. On s'imagine, et à juste titre, que bien évidemment, c'est sur Vento Oreo, 5ème partie de JoJo, que le parrain a eu le plus d'influence. Partie qui se déroule en Italie, et où la mafia joue un rôle plus que prépondérant. Giorno et le gang de Buccellati évoluent au sein de la mafia napolitaine, au sein de Passione, la plus grande organisation criminelle d'Italie. La mafia, dans ses instances primaires, est un système qui se veut très hiérarchisé et ritualisé, articulé autour de l'influence centralisante du parrain. Une hiérarchie qui est parfaitement illustrée dans JoJo, puisque Araki reprend plus ou moins la structure pyramidale de la mafia, ainsi que les dénominations de ses membres comme capo ou consigliere. Ainsi, Buccellati devient-il capo à la place de Polpo, où Polnareff devient le consigliere, le bras droit, de Giorno à la fin de Vento Oreo, quand ce dernier accède au rang de parrain. Les mafieux retranscrivent dans cette famille subversive et parodiée qu'est la mafia une sorte de schéma, de structure patriarcale, où la figure du père, autrement dit le parrain, est omnipotente, absolue, incontestable, bien souvent comparée à Dieu lui-même. Rien n'échappe au parrain. Le parrain est censé inspirer autant la crainte que le respect, et c'est d'ailleurs en partie sur cette dualité qu'il fonde son autorité, ce que Don Vito Corleone, dans les films, incarne parfaitement. Dans JoJo, c'est Diavolo, le parrain. Un parrain si puissant que nul ne sait qui il est réellement. Un parrain qui inspire une crainte absolument incroyable chez ses subordonnés. Un parrain cruel et intraitable qui ne tolère aucune opposition quelle qu'elle soit. Ainsi, Diavolo fait-il exécuter promptement et atrocement Sorbet et Gelato, membres de la Squadra Esecuzioni, qui avait été mandé pour en apprendre plus à son sujet. Sorbet est découpé vivant sous le regard effaré de Gelato, qui préférera s'étouffer avec son bâillon plutôt que de subir un sort aussi funeste. Cette scène d'exécution fait référence à la manière dont Luca Brasi, un fervent sbire du parrain, Goliath impressionnant et patibulaire, a éliminé 2 tueurs à gages d'Al Capone, qui devaient assassiner Don Vito. Cependant, Diavolo et Don Vito, s'ils partagent le titre de parrain, ne sont clairement pas des figures analogues, mais bien antithétiques. À travers Diavolo, Araki brosse en vérité une parodie de la figure du parrain des films, et ce, à plusieurs niveaux. Don Vito Corleone base son système idéologique sur la prévalence de la notion de famille. De ses propres mots, un homme qui ne se consacre pas entièrement à sa famille, un homme pour qui la finalité n'est pas sa famille, n'est tout simplement pas un homme. Don Vito n'a jamais cessé de clamer que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour sa famille.
Dans le cas de Diavolo, ai-je vraiment besoin de vous rappeler ce qu'il fait à sa propre famille? Diavolo subvertit la figure du parrain et oppose à la logique sacrée de la famille son propre égoïsme, son individualisme, sa volonté de demeurer seul et sans lien. Araki ne s'arrête cependant pas là et désavoue encore plus Diavolo par rapport au mythique parrain des films. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, le premier volet du parrain narre la fin de Don Vito. Dès lors, le film met bien l'accent sur une transition idéologique et philosophique qui s'opère au sein de la société de la mafia de l'époque. Durant un rassemblement des 5 familles de New York, les plus puissantes et influentes familles de mafiosi, les chefs de ces familles décident en effet de changer leur politique économique et de recourir à présent au trafic de drogue. De fait, les dynamiques traditionnelles du système mafieux, qui se basaient sur les paris, les maisons de jeu, la logique de protection et de redevance, la corruption des institutions publiques et politiques et j'en passe, sont fondamentalement altérées pour laisser place à la compétitivité à l'extrême et à toute la corruption que la drogue implique. Don Vito symbolise le vieillissement de ce système traditionnel face à la nouvelle orientation de la mafia. Don Vito n'a jamais cautionné et usé du trafic de drogue dans sa vie de parrain, et il s'incline, bien malheureusement, face à la décision unanime des chefs des autres familles. Inversement, Diavolo, lui, fonde toute sa fortune, tout son pouvoir, toute son influence sur le trafic de drogue, un élément qui le caractérise en tant qu'antagoniste décadent et malfaisant. De fait, Diavolo s'oppose tout autant à Vito Corleone qu'à Bruno Buccellati, qui véhicule véritablement cette conception du parrain telle que typifiée par Don Vito. La lutte contre la drogue, c'est d'ailleurs un des enjeux narratifs majeurs de Vento Oreo, et tel Don Vito réprouvé au trafic de drogue, Buccellati récuse violemment Diavolo, car ce dernier base sa mafia sur le commerce de stupéfiants, qu'il n'hésite pas à vendre même aux plus jeunes. Buccellati est dans Vento Oreo la figure la plus vertueuse et sans doute le personnage le plus apte à être qualifié de parrain. En vérité, il est plus parrain que ne le sera jamais Diavolo. Buccellati fait bien partie intégrante du monde du crime organisé, et il ne tient aucune illusion quant à ce propos. Il sait ce qu'être membre d'un gang implique psychologiquement et moralement. Cependant, il reste malgré tout bienveillant et apprécié des gens sous sa protection, et il tente d'apporter la justice à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi est-il unanimement salué lorsqu'il passe dans les rues, tel le jeune Vito Corleone était salué dans les rues de New York, alors que le deuxième volet du parrain narre au spectateur, dans une analepse intermittente intégrée au récit de Michael, les premières armes du futur parrain de la famille Corleone. Araki structure et renforce son parallèle entre Buccellati et Don Vito de manière symbolique, par leur dichotomie avec Diavolo, mais aussi de manière bien plus explicite. En effet, les dernières scènes de Buccellati dans Vento Oreo, lors de l'épisode Rolling Stones, le portrait en train de recevoir un fleuriste en détresse, qui demande rétribution pour la mort de sa fille, qu'il attribue à Scolippi. Cette scène fait référence à la toute première scène du parrain, où Don Vito reçoit les doléances de Amerigo Bonasera, réclamant vengeance pour sa fille battue presque à mort. Araki délivre une magnifique réinterprétation de cette scène mythique, où Buccellati endosse le rôle d'un parrain juste et protecteur, qui mentionne cependant que demander un service de la mafia engage quiconque à, un jour ou l'autre, repayer dûment cette dette. Le système de la mafia se caractérise par sa grande ritualisation, qu'il s'agisse des formes de respect attribuées aux parrains, ou bien encore des règles tacites qui régissent les liens sociaux entre mafieux. Ainsi, le baiser sur la main est un immense signe de respect et de soumission à l'autorité. Dès lors, la scène finale de Vento Oreo est un parallèle des plus potents à la scène finale du premier parrain. Giorno Giovanna reçoit les chefs des autres familles des mafias d'Italie, et ces derniers lui baisent tous la main pour lui signifier leur allégeance et leur respect. Tout comme les mafieux acclament similairement l'avènement de Michael Corleone, devenu nouveau parrain de la famille à la mort de son père. On pourra aussi citer le concept de l'omerta, ou loi du silence, qui conditionne les mafieux et témoins d'agissements mafieux à garder le silence et à opter pour la non-dénonciation des crimes. Giorno adhère relativement, et sans le savoir, à l'omerta. Lorsqu'enfant, il sauve la vie du mystérieux gangster en choisissant de ne pas le livrer à ses poursuivants. Gangster qui deviendra par la suite une véritable figure de parrain, stricto sensu, pour Giorno justement. Hirohiko Araki délivre à travers Vento Oreo une version quelque peu édulcorée du système de la mafia, subversive en ce qu'elle montre une vision de la mafia plus vertueuse et un peu moins corrompue à travers des personnages comme Giorno ou Buccellati. Il n'échoue cependant pas à montrer à quel point ce monde est violent, moralement et spirituellement, Vento Oreo étant sans doute la partie la plus noire thématiquement de tout JoJo's Bizarre Adventure, à tel point que Araki avouera avoir lui-même pleuré devant la mort de certains de ses personnages, ou avoir par exemple changé le scénario de base qu'il avait prévu pour Panakota Fugo, celui d'une trahison, qu'il jugeait trop noire. Buccellati souffre lui-même de la corruption du monde du crime organisé, souffrance qu'il avoue à Giorno alors qu'il s'élève au paradis, scandant que ce dernier a redoré son âme et lui a redonné l'espoir qu'il avait perdu.
Similairement, Michael Corleone s'enfonce de plus en plus profondément dans le monde du crime, à mesure que les minutes des films passent, et il en vient à faire assassiner son propre frère Fredo, par vengeance dans le deuxième opus. Michael se laisse consumer par l'attrait du pouvoir et par la gestion de sa prétendue famille, une vie qu'il était loin d'avoir basiquement choisie. Michael Corleone était surnommé dans sa famille l'intellectuel, étudiant à la fac, homme mesuré et rationnel. Contre toute attente, il avait décidé de s'engager dans l'armée durant la Seconde Guerre mondiale, dans le but de renier symboliquement l'héritage de son père, Don Vito, qui avait depuis longtemps choisi Michael comme son successeur inné. La transmission, l'héritage, la famille, thème prévalent dans Le Parrain, se retrouve parfaitement illustré dans JoJo's Bizarre Adventure et pas uniquement dans la partie 5. Michael semblait prédestiné à la place de parrain dès son enfance. Prédestination portrait dans les flashbacks sur la jeunesse de Vito Corleone, où l'on constate que Vito avait très tôt opéré sa sélection parmi ses fils et avait inculqué à Michael les paramètres inhérents et fondamentaux à la figure du parrain. Cette notion de prédestination est justement un thème absolument central de Vento Oreo. Araki a déclaré vouloir réfléchir dans Vento Oreo à ce qui définit le destin d'un homme. Pourquoi certains naissent sous une bonne étoile, quand d'autres ne connaissent que misère et souffrance ? Pourquoi certains sont destinés à faire certaines choses, alors que ce n'est pas ce qu'ils désirent intérieurement ? On comprend tout de suite qu'à travers les jeunesses torturées et malheureuses des héros de Vento Oreo, Araki a cherché à illustrer ses propres conceptions du destin, mais aussi les moyens de contourner ce dernier, et de parvenir à vivre malgré tout une existence digne. Giorno, Buccellati, Abbacchio, Mista, Narancia, Fugo, se sont tous résolus à une vie dans le monde du crime. Et en ce sens, il nous rappelle tous ces hommes qui sont tombés dans le système de la mafia pour fuir la misère de leurs conditions et aspirer à une vie où ils auraient potentiellement plus d'opportunités. Quand Narancia rejoint le gang de Buccellati par respect et par affection pour cet homme qui a fait preuve de bonté et de générosité envers lui, on ne peut s'empêcher de penser à l'histoire de Tom Hagen, qui est en tout point similaire à la sienne. Tom, orphelin malade, fut amené dans la famille par Santino, fils de Don Vito, et recueilli par ce dernier, qu'il éleva comme l'un de ses fils, et fit de lui le puissant avocat consigliere de la famille Corleone. Tom, qui restera fidèle à la famille Corleone jusqu'à sa propre mort, tout comme Narancia restera fidèle à ses amis jusqu'à son assassinat par Diavolo. Dans son parrain, Francis Ford Coppola objecte à cette rhétorique réductrice du gangster sanguinaire dénué de toute profondeur, le portrait qu'il peint de personnages comme Michael Corleone, Don Vito Corleone ou encore Fredo, splendides autant par leur immense complexité idiosyncratique, leurs nuances, que par la manière dont leurs interprètes de légende donnent vie à ces personnages romanesques façonnés par Mario Puzo. Hirohiko Araki ne sera pas resté insensible à la puissance du parrain, et l'œuvre de Coppola vit à travers certains de ces personnages qui sont des hommages constants à ce monument du cinéma. S'il fallait encore prouver que le parrain a eu une influence non négligeable sur JoJo's Bizarre Adventure, on pourra se contenter de mentionner l'apparition explicite de ce dernier dans Stardust Crusaders, lorsque Joseph utilise son Herbit Purple sur une télé qui affiche Marlon Brando dans le rôle titre. On pourra aussi penser le parallèle entre la scène où Buccellati protège son père mourant à l'hôpital contre deux assassins, et celle où Michael Corleone protège son père hospitalisé et criblé de balles, face aux assassins de Solozzo, envoyés pour finir le travail. Difficile aussi de ne pas voir en les débuts de Vito Corleone, qui assassine Don Fanucci, les traits de Giorno qui se débarrasse de Polpo dans Vento Oreo, et débute ainsi son ascension au sein de la Passione. Difficile enfin de ne pas reconnaître en Wake Up Hippo dans Steel Ball Run, les traits de Santino Corleone, poing tremblant, visage crispé, lorsqu'il découvre que sa sœur Codney est régulièrement battue par Carlo Rizzi, son mari, tout comme Wake Up Hippo découvre que sa sœur subit le même sort. JoJo's Bizarre Adventure est une œuvre d'une très grande richesse culturelle. On ne le dira jamais assez. Et lorsque Hirohiko Araki nous invite à nous plonger dans cette immense galerie humaine et artistique, il nous fait en quelque sorte une offre qu'on ne peut pas refuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 10 000. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que vous avez bien profité et que vous continuez de profiter avec vos proches et les personnes qui vous sont chères. Prenez bien soin de vous et arrivederci.